de... Ah, euh, voilà, il y a des petits artefacts qui arrivent. Bon, voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce deuxième webinaire consacré aux troubles cognitifs et handicaps psychiques à travers deux illustrations sur les troubles de l'humeur et les addictions. Alors, on a la chance pour notre rencontre, dans le cadre de ce projet européen Psychocap, où nous avons la possibilité d'avoir une coopération entre nos deux pays, la Belgique et la France, pour construire un observatoire des données et des pratiques sur le handicap psychique. Nous avons la possibilité effectivement d'avoir des personnalités qui nous rejoignent et qui ont accepté, qui ont bien voulu accepter de participer à ce séminaire, ce webinaire. Et le projet Psychocap, en fait, effectivement, a été créé il y a 2 ans et est en cours de développement actuellement sur les travaux, comme je le disais tout de suite, d'observatoires de données et des observatoires des pratiques. Il nous semble aussi intéressant ces échanges entre les acteurs, les professionnels et même les personnes concernées par la maladie qui peuvent échanger sur le vécu des prises en charge de part et d'autre de la frontière. Alors, on aura aussi un autre événement qui va se produire à la fin 2022, et je peux le signaler déjà, pas à la fin de 2022, mais au courant de l'été 2022, c'est les universités d'été sur le handicap psychique qui vont être menées d'ailleurs par un de nos intervenants, le professeur Fabien Gerski, et nos partenaires aussi belges, où on aura la chance de pouvoir assister à des présentations pendant 2-3 jours sur le handicap psychique et sur la psychiatrie et la santé mentale en général. Voilà, ceci, c'est déjà une première annonce. On va parvenir toute information de séminaire. Alors, nos deux intervenants aujourd'hui sont deux éminents professeurs, chercheurs, enseignants universitaires, donc professeurs de neuropsychologie et de psychopathologie cognitive. Alors l'une, Mandy Rossignol, qui va commencer l'intervention, est à l'université de Mons et travaille particulièrement sur les troubles attentionnels, et Fabien Gerski, dont j'ai cité tout à l'heure, et qui participe depuis le départ à notre projet Psychocap, et qui travaille aussi sur les aspects plus en lien avec les addictions. Alors, tout d'emblée, je préfère passer tout de suite la parole à Mandy Rossignol pour son exposé. Alors, j'espère qu'on va pouvoir, j'ai vu que les présentations étaient bien fournies, j'espère qu'on va pouvoir avoir un peu de temps pour garder un peu de discussion à la fin de ces deux présentations. Alors, Mandy Rossignol, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de participer à ce séminaire, d'avoir l'occasion de parler devant vous et dans ce cadre aussi, parce que c'est vrai que bien, les difficultés cognitives dans les troubles de l'humeur, c'est quelque chose qui ne fait pas trop l'unanimité, c'est-à-dire que c'est débattu. Est-ce qu'il y a vraiment des troubles cognitifs qui pourraient être associés à la dépression? Quel est leur rôle? Est-ce qu'il s'agit de causes, de conséquences? Comment peut-on les prendre en charge? Donc, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Donc, on a déjà eu l'occasion de conduire des recherches avec Christelle Bech de l'Université de Reims sur cette question-là. Et ma présentation aujourd'hui porte précisément sur cette question des troubles cognitifs et de leur implication dans la prise en charge. Alors, vous avez très bien résumé ma position. Donc, je suis professeure de psychopathologie et neuropsychologie à l'Université de Mons. Vous avez ici les petits logos des différentes appartenances. Je travaille en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation avec un intérêt pour les neurosciences et pour plus globalement la neuropsychologie. Donc, je vais essayer de vous parler de ces différents aspects dans la présentation d'aujourd'hui. Je vous avoue que je n'étais pas très certaine du niveau de précision que je devais aborder. Donc, est-ce qu'il fallait que j'aborde les choses de manière très précise ou plus globale? J'ai fait le choix d'un milieu, mais vous pourrez tout à fait me poser des questions si jamais ça a été trop rapide ou au contraire peut-être pas assez, s'il y a des éléments en plus que vous voudriez avoir lors de la discussion. Alors, est-ce que je sais passer d'une slide à l'autre? Oui, c'est merveilleux.
Je ne vous apprends rien en vous disant que la dépression est un trouble de l'humeur. Et donc, on a parlé des troubles de l'humeur. J'ai décidé de me centrer sur la dépression plutôt que sur la bipolarité parce que faire la mise en lien de ces deux troubles de l'humeur, c'est un autre sujet que celui que je vais aborder aujourd'hui. Donc, moi, j'ai fait le choix d'aborder celui de la dépression, trouble de l'humeur qui est particulièrement fréquent et invalidant. On va considérer que la dépression est la première cause de morbidité et d'incapacité dans le monde actuellement. C'est le deuxième trouble le plus fréquent derrière les troubles anxieux, en tout cas en Belgique et en France également. On parle de la dépression, mais il s'agit en réalité d'une famille de troubles et plus spécifiquement aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'épisode dépressif majeur qui est le trouble dépressif aigu, donc l'état dépressif. On peut avoir des variantes au niveau de cet état dépressif, mais cet état dépressif, il va être caractérisé par deux éléments centraux, une humeur dépressive et une perte d'intérêt, on parle d'anédonie, qui surviennent pendant plus de 2 semaines, la majorité du temps, et puis d'autres symptômes peuvent accompagner ces éléments propres à l'humeur, notamment la fatigue, la réduction de la capacité à penser, des sentiments de culpabilité, des pensées de mort, bien sûr, des difficultés en termes de sommeil, des difficultés touchant l'appétit et puis des difficultés psychomotrices. Cet épisode dépressif majeur, il a une prévalence pour la vie entière de 15%. Il touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Il va avoir une prévalence maximale à l'âge adulte, donc entre 20 et 65 ans, avec une augmentation de la prévalence entre 15 et 20 ans, et puis une diminution de cette prévalence à partir de 65 ans jusqu'à 75 ans. Donc il y a encore bien sûr des dépressions chez les personnes âgées, mais c'est moins fréquent qu'à l'âge adulte. À l'âge adulte, c'est vraiment, comme je le disais, le deuxième trouble mental le plus fréquent. Et donc on a une prévalence qui pourrait aller de 6 à 21% selon les pays. Alors, ce qui est inquiétant, c'est de savoir que seulement 25% des patients vont avoir accès à un traitement. Je parle d'un traitement au sens large, qu'il soit médicamenteux ou bien psychothérapeutique, et que la dépression va aboutir à un suicide chez 10% des patients. Et chez ces patients-là, c'est principalement les hommes, les adolescents et les personnes âgées qui vont commettre le plus de suicides réussis. Je mets des guillemets bien sûr autour du mot réussi. Il y aura pas mal de tentatives de suicide chez les femmes, mais les hommes, les adolescents et les personnes âgées vont réussir leur suicide avec une plus grande proportion. Ça implique la nécessité de prendre en charge la dépression pour éviter cette morbidité accrue qu'on observe dans nos pays. Oups. Non, il faut que je clique. Voilà. Alors, je disais que la dépression est composée d'un tableau symptomatologique qui est hétérogène. C'est hétérogène parce que, bien sûr, on va retrouver à l'avant-plan des symptômes émotionnels, parmi lesquels les deux symptômes principaux de tristesse et d'anédonie, de perte de plaisir. On va également avoir une sphère de symptômes physiques qui sont bien connus par les proches et les soignants des patients dépressifs, avec notamment ce ralentissement, cette fatigue, des insomnies, des hypersomnies également, des difficultés au niveau de l'alimentation, de la sexualité. Et puis, on a cette sphère cognitive. Sphère cognitive qui est très importante, à savoir, selon les études, on parle d'un patient sur deux, voire 2 patients sur 3, qui connaissent des déficits cognitifs significatifs, ça veut dire nettement supérieurs à ce qui peut être attendu en fonction de leur âge, de leur niveau d'études et de leur fonctionnement habituel, notamment en phase aiguë, mais on le verra plus loin également quand le trouble est en rémission. Donc ces plaintes cognitives, quelles sont-elles? On va tout d'abord avoir des plaintes qui touchent la mémoire. Donc, ce graphique vous présente en bleu la proportion d'individus qui se plaignent du trouble chez les dépressifs et en orange chez des sujets sains appariés en genre, en âge et en niveau socio-culturel. Donc on voit qu'il y a énormément de plaintes qui touchent la mémoire, des plaintes qui touchent les difficultés de concentration, et puis la difficulté de concentration, c'est un critère diagnostique du trouble dépressif, donc c'est attendu de l'observer ici. La capacité à exprimer des données, la capacité à trouver des mots, et puis le ralentissement que j'évoquais plus tôt, qui va être rapporté par 40% des individus déprimés, et la capacité à résoudre des problèmes. Ces difficultés, elles vont être considérées comme étant
modéré chez 30% des patients et puis comme étant sévère chez 10% des patients. On peut globalement les regrouper en 4 grands domaines. Dans la littérature, et je vous ai repris ici quelques articles récents qui traitent du sujet, on va essentiellement parler de 4 grands domaines qui sont affectés par les troubles cognitifs dans la dépression. Premièrement, l'attention et la concentration, qu'on évalue classiquement en neuropsychologie avec des tests de détection de cibles et avec des tests de barrage. Donc, vous avez des signaux où vous devez barrer des signaux qui sont prédécidés. Deuxièmement, les capacités de mémoire et d'apprentissage. Alors, il y a toujours une difficulté d'être écologique dans ce qu'on évalue quand on est dans un bilan neuropsychologique. Les individus se plaignent de difficultés à mémoriser et à apprendre de nouvelles informations dans leur vie quotidienne. Pour objectiver ça, quand on est dans un testing, on leur présente des tests d'apprentissage qui peuvent être verbaux ou visuels. Donc, ils devront apprendre des listes, par exemple, de mots ou bien des séries d'images, d'où l'illustration que j'ai choisie d'un petit mémento. On peut également leur proposer des empans en ordre direct pour mesurer leur capacité de stockage et puis en ordre inverse pour mesurer leur capacité de mémoire de travail, qualité à manipuler l'information. Je vais y revenir ici, je vous présente plutôt les outils. Au niveau des fonctions exécutives, les fonctions exécutives, ce sont les capacités de haut niveau dans la cognition, et donc ce sont les capacités qui vont quelque part occuper ce rôle de chef d'orchestre de la cognition en utilisant des capacités qui leur sont subordonnées. Par exemple, l'attention est une capacité qui est subordonnée aux fonctions exécutives. Et donc, dans quel contexte interviennent vos fonctions exécutives quand vous devez inhiber une information? Là, je suis en train de vous parler, si votre téléphone vibre, vous pouvez inhiber cette information ou vous laisser attirer par cette information-là, résoudre des problèmes, planifier des stratégies nouvelles de fonctionnement, être flexible dans votre manière d'agir. Et donc là, on va vraiment observer de gros déficits chez les patients dépressifs qu'on peut mesurer avec des tests de Stroop, de Tour de Londres, de Trailmaking. J'y reviendrai également. Et puis, cette fameuse composante de vitesse qui fait également partie des critères diagnostiques de la dépression et qu'on va également objectiver, soit avec des tests où les patients doivent relier des symboles entre eux, transcoder des symboles, produire des mots dans certaines catégories et dénommer des images. On va observer que le patient dépressif est ralenti. Alors, je vais entrer un peu dans le détail de chacune de ces 4 fonctions pour vous dire ce qui est observable. Et le propos de ma présentation ici aujourd'hui, ce n'est pas tellement de vous faire un point précis sur les difficultés neuropsychologiques des patients dépressifs. Il y a ces revues qui sont très bien si vous voulez avoir une information précise, mais plutôt d'attirer votre attention sur comment elles vont impacter le fonctionnement du patient et possiblement sa rémission ou sa non-rémission. Ça va, vous m'entendez toujours bien? Tout se passe bien? Ok, Bien. parfait. Oui, impeccable. Ok, tant mieux. Alors, au niveau de la vitesse de traitement, comme je le disais, il s'agit d'un élément qui fait partie des critères diagnostiques d'un état dépressif majeur et on peut l'observer sur le plan clinique. Qu'est-ce qu'on voit sur le plan clinique? Eh bien, au niveau cognitif, on va parler d'une bradypsychie, d'une lenteur de la capacité à penser du patient dépressif qui va rapporter un sentiment subjectif d'avoir du mal à penser. Il va nous dire qu'il a un esprit embrumé, que ça lui provoque des difficultés à mémoriser les choses, il a du mal à être capable de rapidement se souvenir de quelque chose, et puis on a un manque de motivation qui démarre au niveau cognitif par un manque d'envie, donc on va parler d'aboulie. Le patient dépressif va nous présenter un discours qui est également ralenti, monocorde, parfois on peut avoir des patients qui sont complètement mutiques. On va qualifier ça de bradyphémie, un langage ralenti, et puis des patients qui parlent peu, avec des soupirs, des réponses qui sont différées, donc on sent cette inhibition qui se manifeste au niveau langagier. Et puis au niveau moteur, ce sont des patients bien sûr qui sont très très ralentis au niveau de leur mouvement. On a des difficultés à planifier des actions motrices, on parle de apragmatisme, ils sont ralentis, leur tronc est peu mobile, leur visage est peu mobile, donc ils peuvent avoir une absence complète de mimique, on parle de amimie,
Et puis une clinophilie qui fait que le patient va avoir du mal à sortir de son lit, va vouloir rester allongé, même quand il ne dort pas. À l'extrême, on peut avoir des états dépressifs qui sont stuporeux, voire catoniques. C'est une sous-catégorie diagnostique dans le DSM. Alors bien évidemment, quand je vous décris ça, on comprend bien que faire un bilan neuropsychologique chez des individus dépressifs, ça va forcément être impacté par la vitesse de traitement du patient. Donc à toutes les épreuves qu'on va vouloir faire passer à un patient dépressif, il va être en dessous des normes puisqu'il est lent et que les scores sont souvent calculés sur base de ces normes. Donc ce sera vraiment important de ne pas inférer que la lenteur est indépendante des autres fonctions cognitives que je vais vous citer par après. Les autres fonctions cognitives, elles sont altérées indépendamment de la lenteur du patient. Donc, la vitesse de traitement est ralentie. L'attention, c'est également quelque chose qui est très problématique. Chez le patient dépressif, il va nous dire qu'il a des difficultés à se concentrer et ici aussi, c'est un critère de diagnostic. Alors, l'attention, ce n'est pas un concept qui est unique. C'est un concept qui est multiniveau, qui peut être décomposé de différentes manières selon les modèles qu'on va utiliser. Et ici, j'ai décidé de vous présenter un modèle qui est assez, je pense, intéressant dans la dépression, parce qu'il va distinguer la capacité à avoir une attention qui soit sélective, sélectionner les objets que je vais choisir de traiter, versus l'intensité de mon attention, la quantité d'attention que je suis capable de mettre dans le traitement d'une tâche. Et c'est ici qu'on va retrouver les difficultés principales du patient dépressif. Le patient dépressif a des difficultés à maintenir son attention sur une tâche. Ça veut dire évidemment le bilan cognitif. Donc, quand on lui fait passer une tâche de barrage où pendant 3 minutes, il doit barrer des petits S au milieu de petits Z, forcément, ce n'est pas facile pour lui. Mais quand il regarde la télévision, quand il suit une discussion, quand il doit soutenir une activité cognitive, c'est également problématique. Cette capacité-là à se concentrer, elle est également sous-jacente à de nombreuses autres capacités cognitives. Et donc, à nouveau, on va avoir un déficit cumulatif à partir de ce déficit d'attention qui va venir impacter les autres mesures. Si je vous demande de relier des points pendant 2 minutes, que vous êtes ralenti et qu'en plus de ça, vous avez du mal à vous concentrer sur la tâche que je vous propose, forcément, vous allez avoir un résultat déficitaire à la fin et ça va impacter votre motivation. Donc, les capacités attentionnelles sont essentiellement déficitaires en termes d'intensité. On peut avoir des biais d'attention chez les patients dépressifs, mais ce n'est pas leur difficulté principale, contrairement à ce qu'on va observer dans d'autres troubles comme l'anxiété. Une autre capacité qui est problématique chez le patient dépressif, c'est la mémoire. Les plaintes mnésiques, elles sont extrêmement nombreuses chez les patients dépressifs et ça conduit même chez les patients qui sont déprimés mais qui sont plus âgés, à partir déjà de 55, 60 et plus encore 65, 70 ans, à un diagnostic différentiel avec une démence. On peut se demander si le patient qui vient nous dire qu'il a du mal à se souvenir d'éléments de sa vie quotidienne est déprimé ou s'il commence une maladie d'Alzheimer ou une autre démence corticale ou sous-corticale, puisque les démences, notamment la maladie d'Alzheimer, sont caractérisées par des déficits mnésiques centraux. Alors, les plaintes mnésiques des patients dépressifs, il faut bien savoir qu'elles ne sont pas forcément corrélées à leur performance réelle. Pour autant, il y a bel et bien un déficit mnésique qui va augmenter avec l'âge. Plus le patient dépressif est âgé, au plus il va avoir des déficits mnésiques. Et au plus il a présenté d'épisodes dépressifs dans sa vie, au plus il va avoir effectivement des déficits mnésiques. Alors, sans vouloir rentrer dans des considérations trop complexes, la mémoire, c'est la même chose que l'attention, ce n'est pas un mécanisme unique. On a tendance à dire j'ai des troubles de mémoire, mais quel type de mémoire? Eh bien, il y a différentes formes de mémoire. Quand vous traitez une information, par exemple ici, vous traitez une image de tigre, vous allez d'abord passer par un registre sensoriel, vous voyez ce tigre, éventuellement vous l'entendez, vous le touchez. Avec un tigre, ça marche moyen, mais avec un chat, on pourrait vouloir toucher le chat. Et puis, à court terme, vous allez encoder l'information, la stocker, pour pouvoir ensuite la récupérer. Et si je vous présente une image de tigre parmi d'autres images
et que je vous demande est-ce que vous avez vu un tigre, vous pouvez tout de suite me dire oui ou non, j'ai vu un tigre. On peut répondre de manière rapide en n'utilisant que la mémoire à court terme. Ensuite, il y a un mécanisme qui va faire que certaines informations que vous allez rencontrer vont passer en mémoire à long terme. Et là, vous allez les stocker, soit de manière déclarative, soit de manière non déclarative. C'est quoi la différence? La mémoire déclarative, elle est accessible au langage. La mémoire non déclarative, c'est une mémoire qui est plutôt implicite, pour synthétiser. Dans la mémoire non déclarative, on va retrouver par exemple les procédures. Apprendre à lasser vos chaussures, le conditionnement. Si vous aviez un tigre qui rugissait quand vous étiez petit, maintenant, chaque fois que vous entendez ce rugissement, vous pouvez avoir un conditionnement et une réponse émotionnelle qui est automatique. Les apprentissages non associatifs, c'est tout ce que vous allez associer au tigre, par exemple l'odeur du zoo, l'odeur de la barbe à papa quand vous arriviez au zoo, etc. Et l'amorçage, c'est le fait que si je vous parle d'un tigre, vous serez plus rapide pour aller retrouver des informations qui sont en lien avec ce tigre. Par exemple, le mot savane viendra plus rapidement si vous avez vu le mot tigre. Ces différentes formes de mémoire non déclarative, elles ne sont pas affectées par la dépression. Le patient dépressif, il sait toujours faire ses lacets, il sait toujours, si un tigre l'a traumatisé quand il était petit, il ne l'a pas oublié, il sera toujours capable de rappeler le mot savane et il peut faire des apprentissages non associatifs. Ce qui va être plus problématique, c'est la mémoire déclarative. Et dans la mémoire déclarative, on va à nouveau distinguer deux composants, la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, c'est tout ce que vous savez sur le tigre. Le tigre, c'est un félin, c'est un gros félin, c'est plus gros qu'un chat, ça vit en Asie, c'est une espèce en voie d'extinction, etc., etc. Ça, le patient dépressif est capable de vous le rappeler, il le sait, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème du patient dépressif, il va se situer plutôt au niveau de la mémoire épisodique. Il va avoir du mal, parce qu'il manque de ressources, il va avoir du mal à encoder de nouveaux événements, de nouvelles informations. Et puisqu'elles ne sont pas très bien encodées, eh bien sûr, il va avoir du mal ensuite à les récupérer. Et c'est ce qui pose problème dans le bilan neuropsychologique, puisqu'on va essentiellement demander aux personnes d'apprendre des listes de mots et puis de nous les nommer, de nous les rappeler. Et dans ces listes de mots, on aura par exemple le mot tigre. Et le manque de ressources cognitives et le déficit initial d'attention pourraient être responsables des déficits épisodiques qu'on observe chez les patients dépressifs. Mais contrairement aux patients qui souffrent de démence, ils ne vont pas avoir de perte mnésique. Ils se souviennent très bien du nom de leurs parents, du nom de leurs enfants. Ce n'est pas la même plainte mnésique. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on l'évalue de manière plus fine. Donc, les composantes les plus touchées au niveau mnésique, c'est la mémoire déclarative explicite, visuelle et verbale. Donc, un encodage qui est faiblard, un stockage qui est boiteux et puis forcément une récupération qui est compliquée. Et également la mémoire de travail qui est votre capacité à manipuler de l'information pendant que vous la stockez. Donc, je vous donne un numéro de téléphone, vous le stockez, on est en mémoire à court terme. Si je vous demande de me donner juste les 2 derniers chiffres, vous devez manipuler l'information et là, on passe en mémoire de travail. À nouveau, ça implique beaucoup de ressources et donc c'est très compliqué pour les patients dépressifs. Les fonctions exécutives, je vous le disais, c'est le chef d'orchestre de la cognition. Donc évidemment, ça résulte à la fois des autres fonctions et puis ça les ordonne, ça les organise. Dans la mesure où on vient de dire que le patient dépressif, il est ralenti, il a des difficultés d'attention et il a des difficultés mnésiques, et bien les fonctions exécutives qui sont responsables de la flexibilité, de l'inhibition et du contrôle cognitif, elles vont également être déficitaires et même très déficitaires chez les patients dépressifs. Les patients dépressifs sont sensibles à l'interférence. S'ils sont occupés à faire quelque chose et que vous leur parlez, ils vont perdre le fil de leur pensée. Ils ont des difficultés à être flexibles. S'ils ont l'habitude de faire une chose d'une certaine manière, ça va être compliqué de changer la routine. Ils vont avoir du mal à planifier leur activité et à résoudre des problèmes. De ce fait-là, du fait du manque de flexibilité, ils vont avoir des difficultés à vous énoncer des grandes quantités d'informations et à récupérer ces informations en mémoire, parce que ça implique des stratégies de recherche active en mémoire. Si je vous demande de vous rappeler de la première fois où vous avez rencontré un tigre,
et que vous avez la maladie d'Alzheimer, ce souvenir, vous l'avez oublié. Si vous êtes dépressif, ce souvenir, il est là, mais pour aller le chercher, il faut initier une recherche en mémoire, et ça, c'est compliqué pour le patient dépressif. Ça fait que le patient dépressif présente un profil cognitif qui est proche de ce qu'on appelle un syndrome dysexécutif. Syndrome dysexécutif parce que difficulté des fonctions exécutives, et ça évoque des difficultés qui sont sous-corticales. Donc, en termes de connectivité neurale, on a très clairement des implications qui sont corticales et puis des activations qui sont sous-corticales, et je vais y revenir. Professeur Mandy-Rossignol, oui, le temps passe. Est-ce qu'il serait intéressant, peut-être, vous nous avez bien expliqué là, les différentes fonctions qui étaient impactées par la dépression. Est-ce que dans ces fonctions, la cause de la dépression, on voit que c'est les symptômes que l'on apparaît. Est-ce qu'à travers un travail autour de ces fonctions que vous avez exposées peut permettre finalement de répondre à ces déficits que l'on voit liés à la dépression et en même temps finalement corriger cette dépression, ce qui était un peu le but. J'y viens. Donc ici, j'ai fait effectivement la mise au point sur ce qu'on observe chez le patient dépressif. Ici, j'arrive effectivement au rôle de ces déficits cognitifs dans la dépression, puisqu'ils vont être responsables également d'autres difficultés, notamment les difficultés de cognition sociale qu'on va également observer chez le patient dépressif. La question, c'est que comme vous venez de le dire, en fait, ces difficultés cognitives, elles vont avoir un retentissement majeur sur le fonctionnement des patients et être responsables finalement du handicap psychique dont on parle et qui est le sujet de ce séminaire. Elles vont avoir un impact très important sur la qualité de vie des patients, leur vie sociale et leur vie familiale. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la prise en charge du trouble va améliorer les déficits cognitifs ? Malheureusement, la réponse est non. C'est-à-dire que quand on prend en charge la dépression avec des traitements qui sont classiques, soit médicamenteux, soit psychothérapeutiques, on voit qu'on va avoir une réponse au traitement, mais pour autant, on ne va pas avoir d'amélioration des symptômes cognitifs qui peuvent même continuer à s'aggraver. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en réalité, les troubles cognitifs vont persister même après la rémission du trouble dépressif et pendant une durée de 3 ans. Donc, on a vraiment une problématique centrale qui est une problématique cognitive dans la dépression. Ici, je vous montrais qu'en gros, après le traitement, on va avoir des résolutions, toute une série de symptômes, mais pas des symptômes cognitifs qui vont persister. Les patients vont continuer à se plaindre de déficits cognitifs, même après une rémission de l'épisode dépressif. Alors, une idée, c'est que les troubles dépressifs pourraient également être responsables de la recrudescence des symptômes émotionnels. Puisque vous manquez de ressources neurales, puisque vous avez un déficit de contrôle cognitif et puisque vous avez des difficultés à traiter les informations, ça provoque un retour des ruminations et un traitement accru des informations négatives avec des symptômes dépressifs qui reviennent dès qu'on arrête le traitement qui cible l'humeur. Et donc, la question que je me pose et qui est celle que je veux aborder dans le cœur de ce séminaire, c'est celle de savoir si la dépression n'est pas un trouble cognitif qui doit être traité avec une approche cognitive, plutôt qu'avec une approche qui soit plus générale, centrée sur l'humeur. En fait, on a longtemps pensé que les troubles cognitifs pourraient résulter de la dépression. Donc, on a un épisode dépressif, ça altère des processus cognitifs élémentaires, ça provoque des déficits cognitifs supérieurs, et ces déficits cognitifs supérieurs vont renforcer la dépression. D'autant qu'on sait que les perturbations neuroanatomiques et fonctionnelles qui provoquent les troubles cognitifs et qui provoquent les troubles affectifs, ce sont les mêmes. On va cibler le cortex préfrontal, l'amygdale et l'hippocampe, et on a en réalité une liste longue comme le bras de structures qui sont déficitaires à un niveau structurel et fonctionnel dans la dépression et qui sont bien sûr responsables à la fois de difficultés affectives et cognitives. On a également un rôle de la neurotransmission qui est bien connu, puisque dans les neurotransmetteurs, et notamment la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, on a bien sûr des symptômes de type trouble de l'humeur qui peuvent résulter de déficits
de la neurotransmission, mais on a également les symptômes cognitifs. Alors, on s'est rendu compte en réalité que les troubles cognitifs peuvent précéder la dépression. Et donc, que quand on a un déficit de mémoire épisodique, c'est un prédicteur de la survenue d'un épisode dépressif majeur dans les 3 ans. Ça a conduit les auteurs à proposer une hypothèse neurodéveloppementale de la dépression. Cette hypothèse neurodéveloppementale, elle postule qu'en fait, la combinaison de facteurs génétiques qu'on voit ici et de facteurs environnementaux vont venir générer des symptômes cognitifs dès l'enfance et que ces symptômes cognitifs vont progressivement laisser la place à des symptômes plutôt affectifs avec à un moment donné la survenue d'un épisode dépressif. Et donc, cette idée-là, l'hypothèse neurodéveloppementale de la dépression, elle pointe le fait qu'on doit prendre en charge les symptômes cognitifs au même titre que les symptômes affectifs de la dépression. L'idée, c'est bien sûr pas de laisser de côté les symptômes affectifs, mais c'est de ne pas considérer que les symptômes cognitifs vont disparaître si on traite les symptômes affectifs. Alors là, l'idée, c'est que les symptômes cognitifs, ils sont influencés par toute une série de facteurs, et donc notamment l'âge de survenue de la dépression. Au plus elle survient tôt, au plus on va avoir des troubles cognitifs importants, le niveau d'éducation, le fonctionnement de base de l'individu, les comorbidités, le sous-type de dépression, la durée de la maladie, la fréquence des épisodes, et puis le traitement qui est en cours, l'historique du traitement, avec certains traitements qui vont aggraver les troubles cognitifs, et le statut symptomatique. À nouveau, je vous ai à chaque fois mis les références pour que vous puissiez avoir des informations plus précises si ce sont des points qui vous intéressent. Et donc, le point clé, finalement, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut améliorer la fonction cognitive des patients avec une dépression. Premièrement, on doit optimiser le traitement médicamenteux. Clairement, on ne peut pas passer à côté. Sans traitement médicamenteux, dans la mesure où on sait qu'il y a à la fois des déficits de la neurotransmission et des modifications neuronales, structurelles et fonctionnelles, on doit prendre en charge à un niveau médicamenteux un épisode dépressif. Mais cette approche médicamenteuse, elle doit être individualisée. Tous les patients ne vont pas répondre aux mêmes antidépresseurs, ça on le sait très bien, mais notamment le fait qu'il y ait ou pas des symptômes cognitifs, ça peut modifier la réponse au traitement. On doit également considérer des thérapies d'augmentation des capacités cognitives, notamment la remédiation cognitive dont je parlais et la kétamine, qui est un traitement qui est en cours de vérification, et cibler des domaines spécifiques comme la mémoire, les fonctions exécutives et l'attention, possiblement avec certains adjuvants. La première étape, ça passe par une évaluation fine. On doit absolument conduire un bilan neuropsychologique à la fois en phase aiguë, mais également en pré-rémission, puisqu'on a vu que quand le patient présente toujours des troubles dépressifs après être en rémission, ça va augmenter le risque qu'il fasse un nouvel épisode dépressif. Et donc, il y a des batteries qui sont proposées. Alors, l'idée, c'est certainement pas de vendre des batteries, mais c'est plutôt de regarder les outils qui sont proposés, parce que l'idée, c'est d'évaluer ces choses de manière systématique et d'avoir toujours les mêmes systèmes d'évaluation. Et il y a également une batterie qui est en libre accès, qui s'appelle la ThinkIt, qui est informatisée et qui permet en fait de retravailler également avec le patient, de lui proposer de la remédiation cognitive. La prise en charge, elle se doit d'être pluridisciplinaire. Pourquoi ? Parce que le traitement antidépresseur peut améliorer ou au contraire aggraver la symptomatologie cognitive. Quand le patient ne répond pas, par exemple au citalopram, il peut avoir des déficits cognitifs qui sont majorés. Et donc la réponse médicamenteuse, elle est essentielle à vérifier. Il y a 2 antidépresseurs en particulier qui ont été montrés pour améliorer la fonction cognitive chez les patients. C'est la vortioxétine et la duloxétine, qui, ici vous voyez par rapport au placebo, vont permettre une augmentation, notamment en ce qui concerne la vortioxétine, des capacités cognitives des patients. Et donc, on a des antidépresseurs qui sont à recommander pour les patients qui souffrent de déficit cognitif. Sur le plan affectif et émotionnel, la psychothérapie avec activation comportementale va modifier les schémas cognitifs et peut être considérée comme une approche précognitive. Et puis, bien sûr, au niveau cognitif, c'est important de mettre en place des techniques de stimulation et d'entraînement pour assurer à la fois une réduction des symptômes cognitifs et puis une rémission fonctionnelle du patient.
Le zoom que je fais ici, c'est sur la remédiation cognitive qui est réalisée à la fois par des psychothérapeutes, par des psychologues et par des neuropsychologues, et qui va proposer des exercices qui vont cibler la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives dans une optique de verbalisation des procédures et de renforcement positif des patients. L'idée, ça va toujours être de s'adapter au niveau du patient. Et puis, le patient peut travailler de manière individuelle ou en groupe, ce qui est le cas, par exemple, dans l'approche NIR, qui est une approche neuropsychologique des difficultés cognitives chez les patients dépressifs. Et on a différents programmes qui existent, et ces programmes vont partir d'exercices aussi basiques que du drill, donc faire du barrage à répétition, faire des tâches à répétition, jusqu'à de la résolution de problèmes complexes, et accompagner le patient dans ces différentes étapes, à la fois pour l'activer à un niveau comportemental, pour le mettre dans une situation de réussite qui va lui permettre d'être satisfait de ce qu'il est en train de faire, parce que finalement, la motivation, c'est une difficulté clé chez les patients dépressifs, et puis également d'améliorer ses capacités cognitives, de les restaurer. On a pu montrer une amélioration significative des performances cognitives chez les patients qui reçoivent une remédiation cognitive plus une médication, par rapport à ceux qui ne reçoivent qu'une médication. C'est ce que je vous montre ici. En fait, on voit que chez les patients qui ont une remédiation cognitive, on observe une amélioration de la mémoire verbale, de la mémoire visuospatiale, de la mémoire de travail, de l'attention et de la vitesse, du fonctionnement exécutif, alors c'est un petit peu plus petit, et puis d'effluence verbale, là l'effet est relativement petit, mais c'est parce que c'est un effet qui résulte de différents autres processus et qui n'est pas directement ciblé par la remédiation cognitive. À côté de cette remédiation cognitive, on a des interventions complémentaires. Premièrement, la thérapie cognitivo-comportementale, telle qu'elle a été décrite par Beck et qui va se centrer sur les schémas du patient dépressif, on sait qu'elle module la connectivité neuronale et donc elle va permettre de réactiver des macro-circuits au niveau cérébral et donc de réactiver par rétroaction certaines aires cognitives, notamment le cortex préfrontal, ce qui en fait une intervention précognitive. On s'intéresse également à la neurostimulation. Alors évidemment, l'électroconvulsivothérapie, c'est quelque chose qui peut paraître barbare. Chez des patients qui sont extrêmement résistants au traitement et qui sont extrêmement altérés, son efficacité est encore discutée et elle est encore pratiquée. Donc l'idée, c'est vraiment de débloquer ces patients qui sont complètement éteints au niveau cognitif. Et puis la RTMS, il s'agit ici de venir stimuler certaines aires du cerveau. Donc c'est une stimulation magnétique transcrânienne. Et donc ça a des effets qui ne durent pas dans le temps, mais qui, avec une bonne répétition, permet de réactiver notamment les aires mnésiques et de redonner finalement une puissance cognitive aux patients dépressifs. Au niveau de la pharmacothérapie, j'ai parlé de la duloxétine et de la vortioxétine. La kétamine, qui est un stimulant, est également utilisée dans certains protocoles actuellement dans les hôpitaux pour essayer de réactiver, donc de stimuler la cognition chez les patients dépressifs également résistants au traitement. Et on a pu utiliser des agents additionnels, notamment le modafinil, la nicotine, et des anti-inflammatoires, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'inflammation était un facteur qui est associé à la présence de troubles cognitifs chez le patient dépressif. Donc, finalement, l'adaptation de ces différentes thérapies a pour objectif de restimuler le patient dépressif et de lui permettre de diminuer ses déficits cognitifs pour ensuite éviter qu'il rentre dans un cercle vicieux où l'aggravation des déficits cognitifs conduit à la resurgence de déficits affectifs. Une perspective, c'est de considérer plus rapidement l'hétérogénéité symptomatique des patients pour isoler les patients qui présentent des troubles cognitifs et qui sont donc à risque d'avoir une dépression chronique. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui s'appelle le projet RDOC. Donc, c'est un projet où on va essayer d'évaluer différentes dimensions des troubles, pas seulement la dépression, mais toute une série de troubles, et puis de comprendre ce qui fait la spécificité de troubles, notamment la dépression. L'intelligence artificielle est également un outil qui sert à cette détermination de profil de patients. L'idée, c'est que quand on regarde une cohorte de patients dépressifs,
On peut les distinguer sur le type de trouble, dépression majeure, dépression modérée, dépression bipolaire, mais on peut également les observer sur base de clusters qui sont déterminés par leurs symptômes. Et notamment, on pourrait imaginer un cluster de patients avec une symptomatologie cognitive à l'avant-plan qui bénéficierait plus rapidement d'un certain traitement, par exemple stimulant. C'est une étude qui a déjà été amorcée chez les troubles anxieux et de l'humeur. Et donc, dans ce protocole, les auteurs ont essayé donc de se demander finalement dans une cohorte de patients quels sont les réseaux cérébraux qui sont les plus affectés et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients-là. Et on se rend compte notamment que chez les patients qui ont des troubles cognitifs, c'est bien le traitement cognitif et la stimulation magnétique transcrânienne qui vont être les plus utiles, là où d'autres approches comme la mindfulness, le traitement attentionnel, les CBT, les antidépresseurs vont agir sur d'autres composants, sur d'autres réseaux neuronaux impliqués dans cette symptomatologie extrêmement hétérogène, je l'ai dit au début de la présentation, des patients dépressifs. Donc, il s'agit d'une perspective qui est intéressante pour les chercheurs, mais également pour les cliniciens, parce qu'à terme, ça pourrait permettre de beaucoup plus rapidement détecter, isoler et puis prescrire les bons traitements aux bons patients. J'en arrive donc à la conclusion de cette présentation où j'ai essayé de vous montrer que la dépression est associée à des troubles cognitifs qui ont un impact significatif sur la vie quotidienne du patient, qui persistent après rémission et qui vont augmenter le risque de rechute. Et qu'à côté du traitement habituel qu'on fait, qui va essentiellement cibler les troubles de l'humeur et les symptômes affectifs de la dépression, c'est vraiment nécessaire de prendre en charge les troubles dépressifs sous l'angle de la cognition, parce que les troubles cognitifs, ils ne vont pas disparaître tout seuls. Ils ont vraiment besoin d'être ciblés par une thérapeutique pour diminuer. Et j'ai terminé en vous disant que l'identification précoce des patients avec des troubles cognitifs permettrait une prise en charge plus spécifique de cette cohorte et permettrait donc plus rapidement d'isoler les patients qui risquent de connaître une évolution défavorable et d'éviter cette évolution défavorable avec toutes les conséquences délétères que j'ai pointées en début de présentation. Je vous remercie pour votre attention et vous trouverez ici les différentes références que j'ai citées dans ces slides si vous voulez retourner à la littérature. Professeur Mandy-Rossignol, écoutez, je vous remercie beaucoup parce que c'est vraiment une très très belle présentation que vous nous avez faite et qui pour moi aussi révolutionne un peu ma conception de la dépression et de ce que j'avais appris quand j'étais étudiant et montre aussi que tout l'avenir que l'on peut avoir en travaillant un peu plus, en essayant de comprendre le fonctionnement du cerveau, notamment par ces explorations que fait les neurosciences et ces explorations neuropsychologiques. Alors, c'est vrai que votre temps, on a préféré vous laisser parler. J'ai un peu Parce que c'est accéléré à un moment donné. extrêmement intéressant. Donc, je vais proposer tout de suite au professeur Fabien Guerski, parce que je sais que il y a certains aspects qui vont être repris aussi en donnant une autre illustration à travers les addictions. Et je vais lui laisser la parole pour essayer de, voilà, peut-être, alors, on va peut-être un peu déborder, mais ça me semblait si intéressant de vous laisser parler que voilà, je n'ai pas osé vous interrompre. Fabien, à vous la parole. Désolée d'avoir empiété sur le temps. Il n'y a pas de souci, c'est effectivement très intéressant. Merci Mandy, merci Dr Huel. Donc effectivement, je vais essayer de faire assez vite. Il y a des choses qui sont complémentaires. Probablement que si on dépasse un petit peu, ce ne sera pas trop grave. On comprendra s'il y a des personnes qui nous quittent en cours de route, parce qu'on doit finir normalement à 13h30. Bon, comme vous le savez, c'est enregistré, donc vous pourrez avoir la fin de la présentation et éventuellement poser les questions ensuite par mail. Vous pourrez nous trouver, nous contacter assez rapidement. Donc moi, je vais vous parler d'addiction et de cognition et en m'appuyant sur un aspect particulier des addictions, pas toutes les addictions, mais un aspect particulier qui est l'alcool, qui est aussi le domaine sur lequel je travaille en particulier. Et pourquoi l'alcool? Parce que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une substance qui cause le plus de préjudice et de dommages donc, pour soi et pour autrui. Donc, il y a une étude ici qui est parue dans le Lancet
en 2010 et qui montre très clairement que c'est la substance qui se place devant les autres substances, devant l'héroïne, la cocaïne, le crack, etc., lorsqu'on considère ces deux éléments. Alors, la consommation d'alcool en France et en Belgique, c'est une consommation qui est à peu près similaire. Vous voyez, il y a 12,6 litres d'alcool pur par an par habitant de plus 15 ans en France et 12,1 litres par an par habitant de plus 15 ans en Belgique, avec la différence est qu'en France, on a eu une décroissance assez régulière depuis 1960, ce sont les chiffres de l'OMS, pour arriver à ce chiffre, alors que c'était assez stable en Belgique, globalement assez stable. Si on regarde dans le détail, on voit que c'est surtout le vin qui a diminué en termes de consommation, vin qui est préférentiellement consommé en France, 59%, alors que c'est que 38%, et évidemment, en Belgique, c'est la bière qui est consommée davantage. Donc ça, pas besoin d'en parler à l'OMS, on s'en doute un petit peu. Mais bon, alors, ce que je voulais vous dire derrière ça, c'est que déjà, ces chiffres cachent une grande hétérogénéité. Donc c'est... alors, j'ai pas eu le temps d'expliquer ce qu'est l'alcool pur, mais c'est le nombre de gras. Enfin, c'est une fois qu'on a enlevé toute l'eau, tous les autres ingrédients et qu'il reste vraiment que la substance alcool. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus de litres de bière ou de vin, hein, évidemment, par an et par habitant. Dans un verre d'alcool, qui soit de bière ou de vin, vous avez 10 millilitres d'alcool pur. Donc, vous voyez, c'est très peu. Et en petit, sous ces chiffres, vous avez déjà la distinction entre hommes et femmes. Donc, le petit 20,3 et 5,4, ici, ce sont les hommes et là, les femmes. 19,4 et 5,2. Donc, déjà, on peut se dire, ah oui, ce chiffre moyen, il ne veut pas dire grand-chose. Et il veut encore dire moins de choses si l'on sait que 10% des personnes en France, il y a des études qui l'ont montré, consomment plus de 58% de cette quantité d'alcool pur. Donc, c'est très, très disparate, évidemment. Alors, ça nous amène à considérer la consommation d'alcool sous différents gradients. Avant, on parlait d'alcool-dépendance, d'abus, d'usage nocif, d'usage simple dans les classifications du DSM-4. Et aujourd'hui, enfin depuis la mise en place du DSM-5, ça fait un moment déjà, on parle d'usage à moindre risque lorsqu'on est sous des valeurs qui sont associées à des risques pour la santé assez faibles, on va dire. Il n'y a pas de risque nul, hein, il faut le savoir dès le premier verre, en tout cas, pour la santé, notamment sur le plan des cancers en particulier. Ensuite, on a l'usage à risque, puis ce que l'on appelle aujourd'hui le trouble de l'usage de l'alcool, de niveau léger, modéré à sévère. Donc, le TUAL, trouble d'usage d'alcool sévère, correspond grosso modo à la dépendance que l'on avait autrefois et est associé, évidemment, malheureusement, à un ensemble de conséquences. Alors, les conséquences sur le cerveau étaient bien identifiées. Vous avez ici des représentations d'IRM cérébrales, qui sont des IRM anatomiques. On voit des coupes de côté, sagittales, ou des coupes transversales, ou des coupes coronales. Et ce qu'on peut voir, c'est la diminution du volume de matière grise. Alors, ici, au centre, il y a ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, et on voit qu'entre un sujet contrôle, donc qui a une consommation peut-être sociale, il n'est pas abstinent, mais consommation modérée, usage à moindre risque. On a ici ce liquide céphalorachidien qui en fait pas du tout de présence de matière grise, pas de neurones, qui est plus faible que ce patient qui est lui alcoolodépendant et qui a 59 ans, et plus faible encore que ce patient qui a eu donc une consommation chronique qui a conduit à un syndrome de Korsakoff. Donc ça, au niveau de l'imagerie, sont des choses qui sont bien identifiées. Il y a d'autres zones cérébrales, notamment les zones ici qu'on peut voir, qui sont les zones des hippocampes de façon bilatérale et qui sont les centres qui sont liés aux fonctions mnésiques, donc avec la répercussion que l'on connaît, notamment chez ces patients. Alors, il y a des conséquences sur la cognition, à peu près de façon similaire à ce qu'on peut observer d'ailleurs dans la dépression. C'est d'ailleurs un petit peu le problème que l'on a quand on est dans le domaine de la neuropsychologie, c'est que peu de choses sont spécifiques et qu'on retrouve assez globalement les troubles des mêmes fonctions, quelles que soient les pathologies, que ce soit troubles d'usage d'alcool, dépression, qui peuvent être liées d'ailleurs aussi. Et donc ici, je vous ai regroupé 3 fonctions principalement, donc la mémoire, les fonctions exécutives, donc sur cette résolution de problèmes, et puis la cognition sociale, c'est cette capacité à pouvoir
comprendre les intentions d'autrui, mais aussi les affects d'autrui. Je pense qu'un tel pense telle chose, ou je pense qu'un tel ressent telle chose, donc je vais modifier ou pas mon comportement. Donc, vous voyez que ça va avoir des répercussions sur l'adaptation sociale de l'individu, sociale, professionnelle, affective, etc. Donc, des répercussions qui sont extrêmement importantes. Les conséquences sur la mémoire, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps, puisque Korsakov, déjà dans ses descriptions qui datent de 1880, si ma mémoire est bonne d'ailleurs, disait déjà, alors je ne vais pas vous le lire, ça, mais que les patients avaient des particularités de la mémoire avec des troubles spécifiques et que certaines formes de mémoire étaient préservées. Cette description est intéressante parce que ça veut dire qu'on a différents systèmes de mémoire et que certains peuvent être altérés et pas d'autres. Alors, quand on regarde plus précisément le profil de mémoire des patients qui ont des troubles d'usage d'alcool et ceux qui ont une forme plus aboutie, encore plus chronique, qui conduit à un syndrome de Korsakoff, on voit que lorsque l'on classe leurs performances, ici c'est un travail qui a été fait par Annie Spittel et collaborateurs de l'Université de Caen, le niveau de performance est, alors s'il est au-dessus de 0, c'est qu'il est dans la moyenne, ou supérieur à la moyenne d'ailleurs. Et puis quand on passe en dessous, c'est que c'est en dessous. Et à chaque petit trait vertical, vous avez en fait le niveau de performance d'un patient. En gris clair, ce sont les patients qui ont un trouble d'usage d'alcool d'intensité sévère, et en gris foncé, des patients qui ont un syndrome de Korsakoff. De façon assez attendue, on voit que les patients qui ont un syndrome de Korsakoff sont les patients qui ont les troubles de mémoire les plus importants, c'est-à-dire pour lesquels l'histogramme ici est le plus faible, avec quelques patients qui ont des niveaux de performance plus élevés, mais grosso modo, vous avez ce profil-là, avec tout de même de l'hétérogénéité. On peut bien souligner ici que certains patients n'ont pas de troubles de mémoire, leur niveau de performance est très bon. Donc ici, on était sur l'apprentissage d'une liste de 16 mots, et donc sur la difficulté à pouvoir récupérer cette liste de mots. En ce qui concerne les fonctions exécutives, schématiquement sur 3 grandes fonctions, une fonction qui serait une résolution de problème, une fonction de flexibilité mentale et une fonction d'inhibition, on va aussi avoir des difficultés chez une majorité de ces patients. Je vous ai mis ici un premier test, qui est un test de la tour de Hanoï, avec des variantes, la tour de Toronto, c'est pour ça que j'ai cité, où vous connaissez ce casse-tête chinois d'origine qui a pour objectif de déplacer l'ensemble des palets sur la dernière tige en respectant la taille, ne jamais mettre un plus grand sur un plus petit. Et donc, il faut un minimum de 15 mouvements pour résoudre ce problème. On ne peut pas les déplacer en 3 ou 4 fois. Et puis, un autre test qui est largement utilisé, c'est un test de classement de cartes, où on va demander aux patients d'identifier des règles de classement en fonction de la couleur, des formes et des noms. Un autre test qu'on utilise assez régulièrement, c'est un test de flexibilité mentale. Alors, je ne vous ai pas mis le test classique, je vous ai mis un test que vous pouvez faire assez facilement. La flexibilité mentale, c'est cette capacité à alterner entre deux sets cognitifs, 2 ensembles comportementaux qui sont normalement surappris. Donc, par exemple, je peux très bien réciter les jours de la semaine très rapidement, de lundi à dimanche, ça me prend 1 seconde ou 2 secondes. Je peux aussi réciter à haute voix les mois de l'année, et ça va me prendre très peu de temps. Mais si je dois alterner les mois de l'année et les jours de la semaine, vous pouvez le faire dans votre tête en même temps que je parle, vous allez voir que c'est très difficile. Alors, on va dire, mais pourquoi ils font ça? Parce que quel est le rapport avec le trouble d'usage d'alcool? On sait qu'ils sont déficitaires dans ce domaine et on sait que ça va avoir des répercussions parce qu'au final, si j'ai pris l'habitude, en sortant de mon travail, d'aller voir mes amis, d'ouvrir une bouteille de rosé, le fait de changer, en fait, de dire « Ah ben non, je ne dois plus avoir cette habitude de vie, ce comportement routinier va être quelque chose qui va être difficile pour ces patients. » J'y reviendrai. De la même façon, les processus d'inhibition, c'est donc de freiner, d'arrêter un comportement. Ici, on a un test classique que vous connaissez probablement, qui est le test de Stroop, dans lequel il ne faut pas lire le mot, mais donner la couleur de l'encre. Évidemment, de façon spontanée, on a envie de dire vert, mais non, la bonne réponse, c'est rouge. Ce test, évidemment, a montré que les patients qui avaient des troubles d'usage d'alcool étaient déficitaires. D'autres tests ont été réalisés où il faut appuyer sur un bouton le plus vite possible, et puis quand il y a une surbrillance, ici un rectangle rouge qui entoure la croix, il faut ne pas appuyer. Alors quand on n'appuie pas, il se passe quelque chose au niveau
de l'électroencéphalogramme qu'on a pu mettre en place auprès de ces patients. C'est une réduction d'une onde qu'on appelle l'onde P300, c'est-à-dire que c'est une onde positive qui intervient à peu près 300 millisecondes après le signal de stop. Non, je ne dois vraiment pas appuyer, et qui signe en fait sur le plan neurophysiologique le processus d'inhibition. Donc, c'est intéressant, c'est que effectivement chez ces patients, alors qu'ils sont sevrés d'alcool, hein, évidemment, eh bien, il y a cette réduction de l'onde P300 et qui perdure dans le temps. Si j'ai le temps, je vous parlerai aussi des données sur cette onde P300 chez les apparentés qui, eux, ne consomment pas d'alcool. Enfin, en ce qui concerne les conséquences sur la cognition sociale, plusieurs études ont été réalisées depuis une dizaine d'années maintenant. De nombreuses études, toujours plus importantes, viennent montrer les difficultés des patients qui ont des troubles d'usage d'alcool dans le décodage des émotions, en particulier pour les émotions négatives. Donc là, je vous ai mis de la joie, de la tristesse et de la colère. C'est en particulier pour les émotions négatives qu'ils vont avoir des difficultés. Donc, vous pouvez imaginer que dans l'interaction avec autrui, ne pas comprendre en fait que l'émotion qui était présentée était une émotion de tristesse et la confondre avec une émotion de colère, peut amener à des conflits, évidemment. De façon tout à fait associée, il a été montré des difficultés dans la compréhension des intentions et des émotions d'autrui, donc ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, cognitive et affective, et également dans l'identification de l'ironie. Si vous dites, voilà, sur ma présentation, vous dites cette présentation est très très claire. Avec le ton que vous allez employer, je peux me dire, oups, c'est pas assez clair, je vais donc pouvoir ajuster un petit peu, même si je veux essayer d'aller vite, peut-être qu'il faut que je freine pour pouvoir mieux faire passer le message que je souhaite faire passer, etc. etc. Et si je n'ai pas cette information-là, je vais continuer sans prêter d'autres attention à ce que vous venez d'émettre. Enfin, il a été également montré, ou par exemple, parce qu'il y a d'autres travaux, évidemment, ce n'est pas limitatif à ce que je vous présente ici, une hypersensibilité au rejet social. C'est un travail qui a été fait par Pierre Morage, l'université de Louvain-la-Neuve, avec qui je travaille régulièrement, dans lequel il a proposé à des patients qui étaient suivis pour une cure de désintoxication, hein, pour un sevrage de l'alcool, de réaliser une IRM. Et dans cette IRM, ils avaient un boîtier et pouvaient échanger la balle de façon virtuelle avec Pierre Morage lui-même, Peter, et puis un autre participant, Mike. Et ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, Pierre et Mike, ou Michael, je ne sais pas, s'échangeaient la balle sans passer la balle aux participants, donc ils restaient dans l'IRM, sans recevoir la balle, sans avoir à interagir avec eux. Et dans ce moment-là, ils ont pu voir qu'il y avait une activation d'une zone qui est une zone qui est identifiée comme celle de la sensibilité au rejet social. Elle était plus importante chez les patients qui ont des troubles d'usage d'alcool. Et c'est une zone, c'est intéressant, c'est qu'elle est proche des zones que l'on sait être associées à la douleur physique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une douleur morale associée au fait de se sentir exclu du groupe. Alors à nouveau, vous voyez, ça peut avoir des conséquences. C'est-à-dire que si je me sens plus facilement rejeté, je me sens plus triste, moins bien, et je peux aller davantage vers la consommation d'alcool. Et tout ça peut perdurer. Alors évidemment, je voulais souligner aussi de mon côté l'hétérogénéité du profil. Quand on identifie dans des études des effets de groupe, il est clair que ces effets, ces altérations ne sont pas présentes chez tous les patients et qu'il existe une grande hétérogénéité. Depuis 3 ans à peu près, aussi bien dans le domaine de la cognition sociale, comme l'a montré Pierre Morage, aussi bien comme nous l'avons montré avec Franca Schmidt dans le domaine des fonctions exécutives, il existe une grande hétérogénéité des profils d'atteinte des patients. Alors, quels sont les mécanismes à l'origine des troubles cognitifs? Alors, ils sont nombreux, en fait, il y a beaucoup de choses, ce tableau est très complet, et schématiquement, il faut retenir qu'évidemment, il y a une toxicité lésionnelle directe de l'alcool sur les neurones, et une toxicité fonctionnelle de l'alcool, parce que l'alcool va endormir l'activité cérébrale, et que donc, comme elle ne va plus être activée, comme les réseaux de neurones ne vont plus se mettre en œuvre, eh bien, sur le plan fonctionnel, eh bien, ça va avoir des répercussions. Il y a aussi un rôle des carences nutritionnelles et vitaminiques, les patients qui ne vont plus
s'alimenter correctement, d'encéphalopathie aiguë, d'associations vasculaires, de traumatisme crânien, par les chutes qui peuvent être occasionnées par les alcoolisations importantes. Et puis, ce que l'on sait peut-être moins aussi, c'est qu'il y a d'autres facteurs. Alors évidemment, l'âge, le niveau socioculturel, à partir de quel était le niveau cognitif initial, entre guillemets, ça va avoir des répercussions. Et puis également la vulnérabilité. Dans différentes études, nous avons pu montrer que des personnes qui étaient des apparentés qui ne présentent pas de troubles d'usage d'alcool pouvaient présenter une certaine faiblesse, je ne parle pas de déficit, mais une certaine faiblesse dans les tests exécutifs en particulier, difficultés d'inhibition, de flexibilité mentale. Eh bien, donc il y a des facteurs de vulnérabilité qui prédisposeraient aussi aux troubles d'usage d'alcool et qui auront des conséquences sur la vie de ces patients. Alors, les conséquences sont multiples. Je vous ai identifié, je vous ai mis ici ce qu'on appelle le cercle du changement de Prochaska et Guy Clément, et qui correspond aux différentes étapes par lesquelles les personnes vont passer lorsqu'elles souhaitent en fait, modifier leur comportement, et en particulier ici, dans notre exemple, vouloir arrêter la consommation d'alcool ou diminuer, en tout cas au minimum, cette consommation d'alcool. La première étape, c'est l'étape de la précontemplation, c'est-à-dire je ne me pose pas de questions, j'ai un niveau de consommation, je n'ai pas de problème, ou en tout cas, mes troubles de mémoire ne me permettent pas de me rappeler que c'est à cause de ma consommation que j'ai perdu mon permis, que j'ai perdu mes amis, que j'ai perdu éventuellement mon travail, etc., etc. Donc, vous voyez, déjà, ça va avoir un impact sur le début de ce cercle du changement. Il y a la contemplation où je vais me dire, ah oui, ben là, il faut quand même, je me rends compte qu'il y a telle et telle chose, et puis il faut que je prenne une décision. Je décide, bon, il faut bien mourir de quelque chose, profitons de la vie, etc. Bon, on imagine bien ce type de phrase. Issue intermédiaire, je retourne là, je suis un consommateur heureux et je ne fais pas attention aux conséquences. Ou bien, mes capacités cognitives me permettent de prendre conscience des difficultés auxquelles j'ai été exposé à cause de la substance alcool. Je suis en mesure de pouvoir inhiber mon schéma d'action habituel qui était la consommation importante, donc rôle des fonctions exécutives, et donc je décide de changer, le changement actif. Et ce changement actif, c'est donc le changement du comportement, la réduction ou l'arrêt de la consommation, et il va être soit consolidé, soit malheureusement parfois on aura une rechute et on reviendra ici. Donc vous voyez que les fonctions exécutives et les fonctions mnésiques aussi, ainsi que la cognition sociale, va intervenir à différents niveaux de ce cercle du changement. C'est d'ailleurs l'hypothèse qui était également présentée par Pierre Morage dans une communication dans un congrès international qui disait que cette altération de la cognition sociale allait créer des troubles interpersonnels et émotionnels, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre les intentions des autres, je me brouille avec eux, je me retrouve tout seul, je ne suis pas bien. Comme je ne suis pas bien, pour aller mieux et pour oublier, je vais consommer de l'alcool et ça va à nouveau altérer la consommation, la cognition sociale, je vais augmenter mon consommation, etc. Donc on voit bien qu'ici, il y a un cercle qui est le cercle de l'addiction, un cercle vicieux qui est celui de l'addiction, qui altère les fonctions cognitives. Et l'altération de ces fonctions cognitives font que le sujet est moins adapté dans la vie quotidienne et ça a des répercussions et ça le conduit à nouveau à consommer de l'alcool. Donc, il faut avoir conscience de tout ça et puis il faut donc dépister, identifier ces troubles, aménager la prise en charge et puis favoriser la récupération de ces troubles, très clairement. Donc, l'équipe de Caen, Nicolas Cabé, ici, a proposé aussi ce schéma qui est assez en avant sur ce sujet, a proposé un ensemble de choses. Ils ont proposé notamment de dépister ou d'identifier de façon très rapide les troubles cognitifs des patients avec des tests qui prennent 5 à 10 minutes. Le premier, c'est le test MOCA, qui est un test qui n'est pas spécifique au trouble d'usage d'alcool, mais qui est assez sensible, en fait, avec différentes questions qui vont porter sur l'orientation, sur la mémoire, des tests qui évaluent les fonctions exécutives. Mais cette équipe a mis au point, l'équipe de Caen a mis au point un autre test qui s'appelle Bernie, qui lui a été spécifiquement développé pour tester rapidement, en fait, les troubles cognitifs qui sont associés à la consommation d'alcool. Alors, il y a peut-être le petit inconvénient, c'est d'être trop sensible, c'est-à-dire que même un sujet lambda qui ne consomme pas, qui n'a pas de trouble cognitif particulier, peut se retrouver en difficulté pour certains subtests. C'est tout à fait normal, les auteurs en sont conscients. À partir de l'identification de ces troubles, évidemment, il faut ensuite considérer une prise en charge qui soit adaptée. Donc, soit on n'a pas de trouble cognitif,
ou bien ils sont légers. La prise en charge peut être classique. Les troubles cognitifs sont modérés, donc il faut allonger la prise en charge dans la mesure du possible avec des soins de suite. Puis éventuellement donc faire une réévaluation cognitive, adapter les soins et proposer éventuellement de la réhabilitation cognitive. Et si les troubles cognitifs sont sévères, il faut vraiment un allongement vers de la prise en charge avec des soins de suite spécifiques à la dictologie, faire une réévaluation neuropsychologique et puis essayer d'adapter en fait le milieu de vie. Ce qui est important de souligner ici, c'est que les outils Moka-Oberni ne permettent pas de remplacer en fait une évaluation neuropsychologique complète, parce que c'est uniquement avec cette évaluation neuropsychologique complète que l'on va pouvoir dresser le profil cognitif de ces patients et aller les aider sur les fonctions qui sont déficitaires en s'appuyant notamment sur les fonctions qui sont préservées. Comme je vous ai dit au tout début, déjà, Sergei Korsakov avait identifié que certaines formes de mémoire étaient préservées. Donc, on peut s'appuyer sur ces formes préservées pour aller aider celles qui sont déficitaires. Voilà ma conclusion. Je n'ai pas trop dépassé, ça nous permettra d'avoir les questions. C'est l'importance des troubles cognitifs qui sont liés à l'alcool, qui sont un problème de santé publique majeur. Je ne vous ai pas redit, mais on sait qu'en France, le coût social de l'alcool, c'est 120 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment très conséquent. Ça regroupe un ensemble de choses, l'absentéisme, la mortalité, la morbidité, etc., etc., etc. Il y a des facteurs multiples, toxicité directe et indirecte, des facteurs de vulnérabilité, il y a une hétérogénéité importante de ces troubles, des conséquences sur la vie quotidienne, travail, relations sociales, etc., des conséquences sur la prise en charge. Le patient qui a des troubles de mémoire et qui va oublier ses rendez-vous, qui a des troubles des fonctions exécutives et qui n'arrive pas à intégrer en fait, ce qui lui a été proposé par son thérapeute. Il y a donc la nécessité d'un parcours de soins qui soit adapté et d'une prise en charge qui soit individualisée. Voilà, je vous remercie et puis nous sommes à votre entière disposition pour répondre à différentes questions, éclaircir certains points, notamment du fait que je sois allé assez vite. Merci beaucoup, professeur Jersky. Écoutez, là encore, deuxième présentation remarquable et je voulais vous remercier vraiment pour l'aspect synthétique et nous avoir apporté des connaissances accessibles, je dirais aussi. Moi qui suis pas, moi je suis spécialiste en santé publique et pas du tout en neurosciences ni en psychiatrie. Et pour le coup, vous nous apportez des éléments vraiment intéressants dans la compréhension des maladies. Et je trouve que effectivement, vous avez parfaitement tous les deux illustré aujourd'hui l'intérêt des bilans neuropsychologiques dans la connaissance des situations des patients à travers les deux thèmes que vous avez déployés sur la dépression et sur l'addiction. Et là, c'est quand même une certaine, je dirais, révolution quand même aujourd'hui, encore aujourd'hui, qui n'est pas vraiment installée dans les pratiques quotidiennes. Et j'aimerais bien un peu peut-être dans un premier temps, et ce sera ma seule question, puis on verra donner la parole si on a encore un peu de temps aux autres participants, votre avis sur cette situation où en fait j'en ai l'impression que la prise en compte des troubles neuropsychologiques n'est pas à la hauteur de ce que aujourd'hui on connaît sur cet aspect de la maladie. Alors, je pense que les expériences peut-être différentes en France et en Belgique, je serais intéressé d'avoir la réponse de Mandy pour savoir un petit peu où en sont nos collègues belges là-dessus, et puis après, je pourrais dire un petit mot. Alors en fait, en Belgique, ça évolue. C'est-à-dire que quand je suis sortie de master il y a longtemps, il y avait des neuropsies seulement en neurologie et en revalidation neurologique. Donc c'était des patients cérébrolésés avec des AVC, etc. Et puis progressivement, la neuropsychologie a commencé à prendre une place en psychiatrie. Et puis actuellement, on retrouve quand même des neuropsies dans pratiquement chaque service de psychiatrie. Maintenant, les patients qui sont les plus ciblés par les neuropsychologues, ça va être les schizophrènes, les patients avec des déficits cognitifs qui sont vraiment à l'avant-plan pour essayer de voir jusqu'à quel point ils sont déficitaires. Et il y a encore beaucoup de psys qui font passer des QI. Or, le QI, moi j'ai beaucoup insisté sur la vitesse. Si vous faites passer un QI à un patient, pratiquement n'importe quel patient psychiatrique, il va avoir un QI qui ne sera pas fiable. Et donc la neuropsycho, elle a ceci
elle a l'avantage d'explorer plus finement les capacités cognitives des patients et de prendre en considération des indices comme ceux que j'ai pu mentionner. Mais c'est quelque chose qui est en marche. Nous, on sensibilise beaucoup nos étudiants en neuropsy sur la psychiatrie et la psychopathologie. Et parfois, ils sont étonnés. Ils nous disent, mais pourquoi on a un cours de psychiatrie? On ne veut pas travailler en psychiatrie. Nous, on est là pour voir des patients cérébrolésés ou des déments. Et là, on doit leur expliquer encore, oui, mais il n'y a pas de déficit cognitif que chez les patients avec des démences ou des lésions cérébrales. Donc, c'est une place qui se gagne centimètre par centimètre. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2021, elle est là. Mais il y a encore de la place pour de l'évolution. En Belgique, du moins, singulièrement en Hainaut. Oui, c'est la même chose en France. En fait, on en est à peu près au même constat. C'est vrai que les choses ont tendance à bouger. Elles bougent davantage en ce qui concerne la schizophrénie. Elles bougent davantage en ce qui concerne les troubles bipolaires. Et c'est vrai que dans le domaine des addictions, alors il y a des choses qui se font. On a par exemple sur Chalon un SSR d'addictologie et qui propose des prises en charge. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le domaine de la schizophrénie et des troubles bipolaires, on a un centre universitaire de remédiation cognitive qui s'est mis en place et qui n'a pas vocation, en tout cas, à proposer des programmes aux patients qui ont des troubles d'usage d'alcool. Et en tout cas, ce serait certainement compliqué. Mais il y a des choses qui sont encore à réfléchir pour pouvoir faire de la remédiation cognitive. Et le problème, très clairement, à chaque fois, c'est le problème de moyens, c'est-à-dire qu'on manque de neuropsychologues dans les différentes institutions. Alors, quand on est sur des pôles universitaires, il n'y a pas de souci, il y en a, mais dans d'autres hôpitaux, il n'y en a pas forcément. Alors, je vois qu'il y a des personnes à Bel-Air, et il y a des neuropsychologues, et c'est très bien, il y a des trop bons neuropsychologues aussi à Bel-Air. Il y en a un peu partout, pas forcément sur les pôles universitaires. Mais on va manquer de moyens aussi, c'est-à-dire que, comme tu l'as cité, Mandy, il y a différents tests différents programmes qui existent. Les gens ne sont pas nécessairement formés à la méthode NIR d'Alice Métalia, n'ont pas nécessairement les outils, qui sont des outils informatisés qui sont assez chers. Et ça, je pense qu'il y a besoin dans les années à venir de développer en fait des programmes qui soient des programmes vraiment fiables, avec des outils assez sérieux pour faire une remédiation cognitive de qualité. On peut faire de la remédiation cognitive avec voilà, papier-crayon, avec de bonnes idées, c'est mieux que rien, mais de pouvoir s'inscrire dans des programmes qui ont été mis en place par des groupes de chercheurs au niveau international, je pense que c'est ce pas-là qu'il faut franchir un peu partout en France et peut-être aussi en Belgique pour ces patients. Tout à fait. Alors, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous avez captivé l'auditoire, puisque effectivement, je regarde là les participants, très peu ont décroché, même en dépassant le temps. Ça a été vraiment très, très pédagogique, votre approche, est vraiment très intéressant. Alors, je vais essayer de voir si effectivement quelques participants souhaitent poser une question, et puis sinon, peut-être qu'ils peuvent nous les faire passer via... Alors, Véronique a levé la main. Et on ne manquera pas d'essayer de leur répondre à ces interrogations. Alors, est-ce qu'il y a une personne ou deux qui voudraient prendre la parole? Oui, Véronique Tellier a levé la main. Oui, donc moi j'étais très intéressée globalement par les deux exposés, c'était super franchement, mais j'avais une question plus peut-être pour Fabien. J'étais fort interpellée par l'affaire de la cognition sociale, et donc il me semble que dans la pratique tu rencontres parfois des déficits à ce niveau-là. Je veux dire, qui se manifestent principalement, mais qui sont totalement sous-diagnostiqués, je peux dire. Et est-ce qu'il y a moyen vraiment d'avoir une action sur cette cognition sociale? Comment est-ce qu'on peut faire? Oui, il y a des moyens. Alors, la cognition sociale, c'est un domaine qui est assez large, qui regroupe vraiment un ensemble de processus qui vont intervenir dans le traitement des informations qui sont liées à autrui. Et donc, on peut parfois décortiquer en fait les sous-processus et essayer d'aller travailler sous telle et telle chose. On peut travailler sur les habiletés psychosociales, ça c'est des choses qui se font déjà.
En ce qui concerne les difficultés de décodage des émotions, un entraînement au décodage des émotions pourrait permettre d'améliorer, je dis pourrait parce que c'est des choses qui n'ont pas été clairement établies, les capacités de reconnaissance de ces patients. Mais ce que l'on sait, c'est que par exemple, dans ce domaine-là, c'est un prédicteur majeur de la rechute. C'est une collègue qui est autrichienne, qui a travaillé là-dessus et qui a montré que le niveau de performance dans une tâche où il fallait reconnaître les expressions d'émotions de photos était, chez les patients qui venaient pour un sevrage, était le meilleur prédicteur de la rechute. C'est-à-dire que plus ils étaient déficitaires, plus ils avaient de risques de rechuter. Donc, on voit qu'on a besoin en fait, d'aller travailler spécifiquement sur ces éléments. Ce qui manque au jour d'aujourd'hui dans le domaine de la cognition sociale, c'est un outil de dépistage rapide. On est en train d'y travailler parce que je vous ai parlé de MoCA et de Bernie. Les deux tests n'ont pas d'évaluation de la cognition sociale. Et là, au niveau de la région Grand Est, on est en train de se poser la question, d'essayer d'identifier dans ces tests MoCA et Bernie quels sont les items qui sont les plus pertinents chez nos patients qui ont des troubles d'usage d'alcool. Et pour essayer de ne pas allonger trop le délai la durée d'évaluation, c'est de retirer certains sous-tests qui ne sont pas sensibles et d'aller essayer de rajouter ensuite des petites choses qui seraient des indicateurs d'une perturbation de la cognition sociale. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, c'est de bonnes pistes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Madame Gilles. Oui, déjà, je vous remercie pour vraiment ces deux présentations qui sont très, très agréables pour les profanes comme moi. J'ai plus une question plutôt pratico-pratique par rapport à ces patients. Pour nous qui sommes un ESAT avec un agrément troubles psychiques, c'est comment on pourrait encore améliorer l'arrivée en ESAT de ces patients qui justement sont sujets à de nombreuses rechutes et pour qui, et heureusement on travaille en lien étroit avec les psychiatres du secteur, mais pour qui on a du mal à déceler suffisamment rapidement les périodes de tension, les périodes de difficulté, et on se retrouve avec des personnes qui vont être en arrêt très très longtemps, qui vont décrocher, et pour qui on va avoir du mal à ramener le projet professionnel et du coup la réinclusion, la réinsertion dans la société. C'est une vraie problématique pour les AT. Parce que nous avons quelques minutes d'entretien avec les personnes avant de les accepter dans l'effectif. Bien évidemment, quand ils se présentent comme étant stabilisés. On a des liens avec les psychiatres, mais voilà, on sait aussi que le patient, il est capable de puiser dans ses ressources et de mobiliser une énergie incroyable pour nous convaincre. Et parfois, d'ailleurs, ça l'épuise totalement. Et puis, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, il n'est plus capable de venir. Donc, voilà, nous c'est vraiment sur cette problématique-là qu'on doit travailler. Et je pense que ce que vous avez exposé, notamment, M. Gerski, parce qu'on a vraiment des troubles de l'addiction, que ce soit alcool ou autre, c'est comment on peut déceler, on peut dépister du mieux possible ces risques de rechute ou ces difficultés qui vont les amener à rompre un parcours qui parfois est bien engagé. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très complexe pour nous. Très bien, je vous remercie de cette question. Alors, pour préciser pour nos amis belges, c'est qu'un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Oui, pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est juste, je sais qu'on a, dans le cadre de ce projet, ça me fait la même chose quand j'entends des acronymes qui viennent, qui sont belges, où je me dis, mais de quoi parle-t-on? Voilà, comme ça, je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Alors, je voudrais préciser, c'est que nous nous sommes centrés sur les troubles cognitifs et qu'évidemment, je vous ai dit que ces troubles cognitifs étaient des facteurs majeurs et importants de la rechute, mais ils ne sont pas les seuls. On sait que les troubles d'usage de substances, quelle que soit la substance, sont des troubles qui sont psychosociaux, qui ont des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux, la disponibilité de la substance elle-même.
Et donc, évidemment, il faut essayer d'agir un peu sur tous ces domaines-là. Une personne qui ne va pas bien, sur le plan psychologique, en dehors des aspects cognitifs, elle a des risques de rechuter. Ça, on le sait malheureusement. Une personne qui est dans un environnement où tous ses amis sont des consommateurs, elle a plus de risques d'accepter et d'entrer dans la norme du groupe. Donc, tout ça, ce sont des facteurs auxquels il va falloir prêter attention. C'est-à-dire, c'est compliqué, hein, j'entends bien. Hein. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, les facteurs cognitifs vont jouer aussi un rôle important. Le niveau d'impulsivité, qui va être souvent associé à ces consommations. La régulation émotionnelle aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette difficulté à faire face à des situations stressantes, à des situations de la vie qui sont parfois compliquées, peuvent conduire les personnes à rechuter vers la consommation parce qu'ils vont considérer à tort que la substance, alcool, cannabis ou autre, est une substance qui leur permet de réguler leurs émotions et d'aller mieux. On sait que c'est faux puisque les substances ont toutes des effets dépressogènes et anxiogènes. Donc, au fur et à mesure, elles vont accentuer la problématique. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas j'ai pas de réponse simple à vous proposer. Il faut que les équipes soient attentives à l'ensemble de ces facteurs, au bien-être de l'individu. L'estime de soi aussi est un facteur de rechute important. Une faible estime de soi est associée à une symptomatologie dépressive et évidemment, malheureusement, à des risques de rechute. Donc, c'est un ensemble de facteurs cognitifs, psychologiques, chimiques qui sont associés à ces rechutes. Après, voilà, des entretiens, je pense que vous les connaissez bien et petit à petit, vous devez voir aussi certains ou certaines qui vont plutôt bien, qui sont bien insérés, qui discutent avec les autres, et puis d'autres qui sont peut-être plus en retrait. C'est peut-être ceux-là qu'il faut un peu questionner. Il faut aussi savoir un peu quel a été leur parcours. Est-ce qu'ils ont eu des rechutes importantes ou est-ce que ça a été vraiment un passage à un moment donné? Est-ce que, je ne vous ai pas parlé aussi de la typologie de ces troubles d'usage de l'alcool, mais déjà depuis 1985, le Niger distinguait deux grands sous-types. Un type qui était associé à des troubles d'usage qui s'initiaient de façon précoce, associé à une grande impulsivité, et un autre trouble qui était d'initiation plus tardive et associé cette fois à une stratégie de coping, à une stratégie de faire face. Alors les deux peuvent s'associer, mais souvent les personnes qui ont une consommation plus précoce et qui peuvent avoir dans leur famille des antécédents familiaux de troubles d'usage de substances sont aussi ceux qui vont avoir le plus de mal à rester abstinents. Alors, je me permets de dire, après ce que j'ai entendu, qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui ou demain, c'est la prise en charge neuropsychologique qui va résoudre tout, mais ça permet certainement, de ce que j'ai compris aujourd'hui, d'avoir une meilleure description des patients, et on l'a vu avec le professeur Mandy-Rossignol aussi, dans les thérapeutiques, une meilleure comment dirais-je, prescription des médicaments ou des psychothérapies nécessaires à la prise en charge des personnes, qui sera peut-être plus sensibilisée à travers les résultats obtenus dans les bilans neuropsychologiques. Mais effectivement, de toute manière, le devoir d'empathie avec la maladie et les personnes est aussi quelque chose d'important, de prendre en compte l'histoire du patient et l'environnement. Comme vous l'avez bien précisé aussi dans votre graphique sur les trois cercles qui se croisent, où il y a l'environnement, le cognitif et les aspects physiques, en fait, plutôt somatiques, c'est des éléments qui sont évidemment à prendre en charge de façon globale. Voilà. Alors, il est quasiment 14 heures. On a dépassé une demi-heure quasiment notre objectif, mais je pense que le débat et la présentation que vous avez été remarquables nous ont permis d'être vraiment au cœur aujourd'hui de la réflexion sur l'approche neuropsychologique de la pathologie mentale et des développements qui, pour moi, dans l'avenir, est certainement un des facteurs de progrès important dans la prise en charge des maladies et des troubles psychiques et de la maladie mentale. Voilà.
Donc, François, je pense qu'il y a juste 2 autres questions de ouais, l'équipe RPS. Je ne sais pas si on a le temps de les répondre assez rapidement, en 2 minutes. on peut essayer. Alors, essaye de passer peut-être. Et c'est en fait l'équipe RPS demande quels sont les programmes existants dans la remédiation de la dépression et d'usage d'alcool. Alors, ce que je propose peut-être, c'est qu'on reprenne les questions et peut-être qu'on répondra en aparté, parce que ça peut être lié à des nouveaux développements. J'ai peur que ça nous entraîne un peu long sur les réponses. Oui, ça c'est un peu long, effectivement, sur ce point-là. Ok. Ok. Bon, ben, écoutez, il me semble qu'il faut, voilà, à tout moment essayer de conclure, et je voulais vous remercier vraiment très sincèrement pour cette heure et demie passée ensemble et ces informations qui nous ont dépassées. Et donc, on va continuer à explorer, d'ailleurs beaucoup avec le laboratoire de psychologie. Donc, j'espère de pouvoir continuer avec les équipes belges de la même façon qu'avec le laboratoire C2S de l'Université de Reims, sur des aspects qui effectivement impactent la prise en charge des handicaps psychiques et de la maladie. On a pensé à quelques sujets comme la stigmatisation, etc., seront l'objet de prochains webinaires où on espère avoir autant de participants, voire plus qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, je peux dire que la plupart sont restés accrochés à cet enseignement, à cette pédagogie que vous avez développée sur des sujets qui sont quand même compliqués, mais pas si simples que ça. Merci beaucoup pour l'invitation et encore désolée pour la longueur. Non, mais écoutez, on a été C'était très bien. de vous entendre et de vous connaître aussi par l'occasion. Moi de même. On espérera qu'on aura à nouveau l'occasion de vous inviter à Avec présenter. plaisir. Avec plaisir, sans problème. Pendant Quand vous voulez. Webinaire Psychocap. Eh bien, merci et puis à la prochaine session. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Il veut juste ajouter qu'il y aura un formulaire d'évaluation du webinaire qui sera envoyé très prochainement à tous les participants. Donc, merci de le compléter pour nous, pour encore davantage nous améliorer, quoi. Et n'hésitez pas à transmettre s'il y a des questions, soit sur mon mail, soit voilà, j'y répondrai avec plaisir. Super. Bien pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de Au journée. revoir. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci.